Donc je vais vous parler avec un grand titre, donc de communication multimodale entre Rémi et nous. Donc Rémi est un jeune homme de 22 ans qui vient de passer dans le monde des adultes puisqu'il va intégrer un foyer d'accueil médicalisé en accueil de jour. Alors, la question de la communication, elle a toujours été une évidence pour nous. Et quand je dis nous, c'est pour Rémi comme pour nous, puisque très tôt, il nous a montré qu'il avait très envie de communiquer. Voilà. Il avait très envie de communiquer, il a très envie de communiquer, mais voilà, il a été diagnostiqué porteur d'un syndrome d'Angelman à l'âge de 11 mois. On a vu très tôt les particularités de son développement. Et pour résumer, c'est un jeune homme plein de vie, qui n'a pas de déficience sensorielle, qui est plutôt heureux de vivre, mais il a une déficience intellectuelle sévère, des troubles moteurs et des troubles praxiques, donc d'importantes difficultés à effectuer des mouvements complexes, des séquences gestuelles et à les automatiser, qui touchent sa motricité en général et en particulier la motricité fine, mais qui touchent également la bouche et les organes phonatoires. Donc ça impacte forcément ses capacités de communication. Il a également des troubles d'intégration sensorielle, donc des difficultés à gérer les informations amenées par ses sens qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc ça complique aussi les choses. Voilà. Donc il évolue à la maison, il est le 5e de la fratrie, donc ça bouge, ça discute et voilà. Alors, j'ai toujours pour habitude de mettre en premier ce qu'il y a de positif dans la balance. Alors, dans la balance positive, on a identifié rapidement des vocalises, des mimiques, une capacité d'imitation gestuelle, on en verra les limites après. On a vu également un niveau de compréhension qui est plutôt sympa, voilà, assez efficace. Voilà, donc on s'appuie beaucoup là-dessus. Il a de bonnes capacités de discrimination visuelle, il utilise plutôt bien son regard. Donc ça concerne également la période adulte. Je ne suis pas en train de vous refaire toute l'histoire. Et il peut pointer, ce qui est fort utile aussi. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses dans la balance positive. Maintenant, on va voir l'autre côté du système. Donc les troubles praxiques qui impactent donc la façon dont il utilise sa main, sa bouche, son larynx et sa motricité en général. Il a une grande labilité de l'attention. Ça, c'est un sujet compliqué parce que pour communiquer, il faut qu'on soit bien tous les deux là en même temps. Il a un temps de latence important, donc ça a déjà été souligné, et qui est montre en main d'au moins 15 secondes. Et j'insiste là-dessus parce que quand d'autres personnes, sans chercher à évaluer, mais interagissent avec lui, et se disent, en fait, il ne comprend rien, mais si on ne lui laisse pas les 15 secondes, effectivement, il ne va pas faire, il ne va pas dire, puisque nous, on dit qu'il dit, il dit avec ses pictos, voilà. Et ça peut être très long. Et si, en pensant qu'il n'a pas entendu, pas compris, on répète, en fait, on appelle ça chez nous le syndrome de la ceinture de sécurité. Vous tirez dessus, et au bout d'un moment, elle se bloque, et là, il ne se passe plus rien. Voilà. Donc, le temps de latence, il faut vraiment le prendre en compte. Il a ses troubles d'intégration sensorielle et donc tout ce qui est manipulation de support à scratch, brillant, machin, tout ça, ça peut être compliqué. Et puis, voilà, chapeau, c'est la déficience intellectuelle avec tout ce qu'elle implique. Alors, qui est l'œuf, qui est la poule là-dedans, je ne sais pas, mais voilà, elle est toujours présente et il faut en tenir compte, notamment sur notre devoir de nous adapter et pas lui demander sans cesse à lui de s'adapter. Voilà, donc là c'est un petit peu schématique. En gros, langage oral, pour lui, il y a très peu de choses. Nous, évidemment, nous l'utilisons, nous parlons avec lui. Il a quelques cris, vocalises. Voilà, le summum, c'est quand il fait bou, 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 bou. Alors là, il est juste hyper content, donc ça, c'est vraiment bien. La mimique, il a un certain nombre de mimiques qui ne sont pas forcément très variées. Nous, on en rajoute une couche quand on lui parle, comme ça a déjà été exposé. Il regarde et il pointe du regard et de la main. Et nous aussi, nous
Nous attachons beaucoup d'importance à ça. Les gestes, je vais vous en parler après. Nous signons un peu. Lui, c'est très compliqué. Et les pictos, il les utilise beaucoup. Voilà. Et nous aussi, on devrait peut-être les utiliser plus. Donc, dans la balance langage oral, donc, il y a toujours une compréhension supérieure à son niveau d'expression, et il faut prendre en compte en plus ce temps de latence. Donc il faut être patient avec Rémi. Et je crois que c'est une des choses que nous apprenons avec lui, c'est la patience pour lui laisser le temps de penser et de dire. Alors les signes, les gestes, ils sont conventionnels ou pas. On est parti au départ, donc c'était avec le CAMSP, avec le Macathon. Excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes papiers. Au quotidien, il en utilise, il peut en reproduire moins de 10, et concrètement, il en utilise très peu. Merci, gâteau, c'est bon, super. Ce geste-là, qui en fait donc est un geste maison, on a un chien qui s'appelle Neptune, et que Rémi n'arrivait pas à interpeller jusqu'au jour où il est rentré mouillé à la maison, le chien, et j'ai dit « Ah, il pue ce chien !» et ça a beaucoup amusé Rémi, qui après mettait sa main sur son nez. Alors, je ne sais pas s'il voulait parler de Neptune, mais je me suis dit plutôt qu'à chaque fois je lui dise « non, il ne pue pas », je lui dis « oui, c'est Neptune ». Voilà, donc du coup, c'est devenu un petit peu comme ça un geste maison. Alors, donc, il a des difficultés gestuelles importantes, mais l'apprentissage est possible. Alors, apprendre un geste, mon mari a eu la bonne idée de se dire, finalement, les gens lui parlent, Rémi, comment vas-tu? Et c'est nous qui répondons à chaque fois, c'est quand même énervant. Et donc, en fait, il lui a appris, ça a pris des mois, à isoler son pouce pour dire super. Et comme c'était hyper compliqué pour lui d'isoler son pouce, on lui a dit viens toucher notre doigt, et du coup il l'a mémorisé comme ça. Donc là vous allez le voir, et il n'est pas peu fier. Alors, Bravo, merci monsieur. Bravo, oui, tu as raison. Voilà, donc il est capable, et il s'applaudit. C'est une grande satisfaction pour lui de pouvoir s'exprimer ainsi. Alors la difficulté des gestes, pour l'image que j'ai vraiment en tête, c'est que Rémi, spécifiquement quand on lui demande quelque chose et qu'il veut répondre par geste, il a une vraie difficulté d'accès, comme un lecteur qui cherche un livre, qui rentre dans une bibliothèque, et là tout d'un coup, il ne sait plus où il est. Donc si par exemple, je ne sais pas, on lui demande qu'est-ce que tu veux manger, qu'il n'a pas son outil de communication juste à côté, il peut nous faire une série de gestes avant d'aboutir au geste gâteau, par exemple. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour lui. Donc c'est un facteur limitant, évidemment. Les gestes, par contre, quand nous les utilisons, pour nous, ils sont vraiment, ça a été dit aussi déjà aujourd'hui, un effet stabilisateur d'attention. C'est lui qui a une attention très labile, c'est un canal de plus, même si lui ne réutilise pas les gestes qui sont trop complexes pour lui, c'est vraiment très utile dans la conversation avec lui. Alors on a d'autres stabilisateurs d'attention. Quand on voit que vraiment il est parti, puis qu'on a un truc important à lui dire, on lui dit « Rémi, j'ai quelque chose à te dire ». Et dans ces cas-là, il penche la tête vers nous et on lui parle très doucement, et là on a son attention. Voilà. Alors, les photos et les pictogrammes, les photos, ça n'a jamais été un problème, c'est une bonne chose, il s'y est intéressé très tôt. Et les pictos, qu'on a introduits assez rapidement, nous ont réservé des bonnes surprises. Certes, il a une déficience intellectuelle sévère, mais il est capable d'utiliser des pictos explicites. Donc là, j'ai mis 2 de ses centres d'intérêt majeurs, les trains, le chocolat. Et il généralise. Je m'en suis rendu compte, en fait, j'en étais pas sûre, mais un jour j'étais en train de préparer un gâteau au chocolat et il est arrivé à la cuisine avec la banane en me montrant le picto de la plaquette de chocolat. Donc il a compris le picto comme un mot, en fait. Donc c'était une belle surprise. Et il a pu apprendre aussi des pictos abstraits. Alors à force de répéter, bien sûr, le picto plus tard, il ne comprend pas l'analogie. Alors quand on dit c'est l'heure, il peut aller tapoter le poignet gauche, il ne se trompe pas. Mais cette notion de défilement du temps dans le sens des aiguilles d'une montre, je pense qu'elle ne lui est pas du tout accessible. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que
il avait déjà la notion d'avant-après, ça, il a pu l'acquérir très tôt, mais maintenant, depuis qu'il est adulte, on utilise ça et il s'en saisit lui-même et c'est vraiment intéressant. Quand il fait un truc qui ne le passionne pas, il peut associer le picto après train, par exemple, ou après télé. Donc, il nous manifeste voilà, des choses qui sont importantes, qu'il a envie de faire. Le picto, autre chose aussi, hein, qui est complètement abstrait, eh bien, en modélisant, en le présentant, le représentant, à chaque fois, tu veux autre chose, eh bien, il l'utilise maintenant. Alors, les pictogrammes, pour moi, ça a été la chasse aux papillons à un moment. C'est-à-dire qu'on a utilisé le PEC, ça a été extrêmement utile pour poser cette base d'échange et de communication. Puis quand ça a commencé à se complexifier, eh bien, entre les troubles sensoriels, les troubles moteurs, la labilité attentionnelle, quand Rémi voulait associer plusieurs pictos, eh ben, il se perdait. Donc, il courait après ses idées. Et nous, on courait après les pictos parce que le picto, il passait dans la gueule du chien, puis par terre, puis machin, je le mets dans ma poche. Et le soir, au moment d'aller aux toilettes, qui a le picto? Où est le picto? Donc, on s'est dit, bon, non, c'est pas faisable. Donc, après bien des tâtonnements, on a mis en place un cahier type POD. Alors, je dis type POD parce qu'en fait, l'avantage qu'on y a vu, outre la classification, c'est l'idée d'accompagner aussi le développement de la pensée de Rémi, parce que ça, on y croit très très fort. Et du coup, cette organisation pragmatique nous semble intéressante. Actuellement, on est extrêmement loin de l'utilisation par Rémi du côté pragmatique. Mais on y croit, on ne lâche rien. Donc, on a eu plein de tentatives. Hein. Donc, on s'est appuyé sur voilà, les compétences que vous avez en vert là-haut. On a fait plein d'essais. On a fait aussi, dans le même esprit, hein, donc des fiches spécifiques, de déroulés, de choix. Et c'est important que je vous en parle parce que dans le monde adulte, ça a eu un écho tout de suite, alors que le cahier en lui-même, bof. Alors concevoir un cahier, c'est un long parcours. En plus, on n'est pas accompagné pour ça. On fait ça tout seul dans notre coin. Et on aimerait, voilà, on est toujours en recherche d'aide. Hein. Et donc, il y a eu des va-et-vient. Ça a commencé par un énorme cahier. Et puis après, ça s'est réduit à une peau de chagrin. Et c'était très triste. Cette idée qu'effectivement, si on réduit son monde à l'épaisseur de son cahier, voilà, il faut faire attention. Donc, c'est un point non résolu, hein, celui-là. On a pensé à une tablette. Donc un jour peut-être, on a fait quelques essais, très compliqués pour l'instant au niveau de l'intégration sensorielle, il y a un vrai travail de désensibilisation à faire. Donc en théorie, on se dit bah oui c'est génial, mais techniquement c'est hyper compliqué. S'il faut lui tenir une main, moi je l'ai fait, hein, lui tenir une main, isoler juste son index pour qu'il n'ait pas tout d'un coup l'impression que chaque main a 10 doigts, en fait c'est assez étonnant quand on le met sur une tablette, et du coup ça part dans tous les sens. Donc on y pense, mais voilà, c'est pas fait tout de suite. Donc en gros, notre idée dans cette communication, c'est vraiment de lui donner la parole. Et ça, on l'a vu parce qu'il a son cahier de communication à table. Donc oui, 20 fois pendant le repas, il peut nous montrer la gare, le train, sa grand-mère, et puis on revient à la gare. Bon, mais il prend la parole. Donc parfois on lui dit, écoute, oui, on a compris, ou on pense avoir compris, on essaye d'avancer. On lui demande aussi de respecter notre tour de parole. Donc il a vraiment toute sa place. Voilà. Et donc, augmentation du vocabulaire, possibilité de choix, faire des demandes, faire des commentaires. Alors la flèche, elle est petite parce que c'est encore très, très, très peu utilisé. Gestion de l'attente et de la frustration, ça c'est évident. Ça a été cette communication, ce mode de communication multimodal est une aide précieuse pour lui. Ça, on a vraiment vu la différence, hein, en l'aidant à sortir d'une idée sur laquelle il tourne en boucle. Le fait d'avoir un support visuel et de pouvoir naviguer, tout de suite ça détend et ça l'aide psychiquement à changer. Donc ça c'est vraiment important. Et l'expression des émotions, on y travaille, c'est compliqué. Voilà, donc cette communication, elle se cultive, elle se travaille, elle se taille. C'est comme une plante, hein, c'est pour tout le temps, et c'est un vrai être vivant. Voilà, donc c'est vraiment une notion qui pour nous est super importante. Alors là, je voulais juste vous faire une démonstration. Donc là, si on y arrive, c'est une très courte vidéo où il est à table. C'est une situation où on est souvent assis, posé. On a beaucoup parlé d'installation. C'est vrai que le fait d'être assis, ça aide, hein, parce que dans le vrac, c'est plus compliqué de communiquer. Voilà, on va tourner la page, regarde. Hop, on se met au début. Alors, dis-moi. Hop, regarde. Que veux-tu? Tu veux manger quelque chose ou boire? Dis-moi. Donc là, moi, je rame avec la tourne de page. Je vois pas, Rémi. Qu'est-ce que tu me dis? Tu veux manger? Oui, j'ai compris. Alors, du chocolat. Ah, mais le chocolat,
c'est pas possible maintenant. Tu peux manger, je peux te donner du pain. Je tourne la page. Et tu peux manger d'autres choses. Tu veux des fruits, d'accord, tu auras des fruits. Et puis je peux te donner du fromage aussi. Ah, là on a changé. Alors attends, regarde. On retourne. Donc là, il sait parfaitement qu'après, il y a la page avec la télé. Montre-moi. Tu veux regarder la télé, c'est ça? Ouais. Mais pour l'instant, on est en train de manger. D'accord? La télé, ce sera après. Oui, montre-moi encore. Montre, je vois. Et là, il fait autre chose. Il m'interpelle. Si tu prends ma main, c'est difficile de me montrer. Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ah, tu veux que je me mette assise sur le banc, c'est ça? Tu veux que je me mette assise sur le banc? Là, à côté de toi? D'accord. Alors, je vais aller chercher la soupe et je reviens. Voilà, donc là, vous voyez à la fois la lenteur, son envie de communiquer, la lenteur de l'échange, le fait que moi, je ne suis pas hyper patiente, quoi. Les stratégies qu'il met en œuvre, parce que vraiment, il veut se faire comprendre, hein, c'est chouette. Et puis, le côté laborieux de la chose. Mais il ne lâche jamais. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire depuis le début. Et c'est que les moments où nous, on baissait les bras, non, lui, il continue. Voilà. Donc, notre rôle, ça va être d'écouter, valoriser, anticiper aussi, modéliser partout, regarder, rester souple, ça c'est difficile, modéliser encore et toujours, et puis, surtout, lui faire confiance. Alors la question c'est, qu'est-ce qui se passe en établissement? Alors là encore, il y a plein de points positifs et des points plus difficiles. On a vu beaucoup de bonne volonté. Des gens, par exemple, quand Rémi est arrivé en accueil temporaire au foyer, une jeune femme nous disant « Ah chouette, vous signez un peu, mais moi j'aime signer, je vais m'y remettre, ça me fait super plaisir. » Alors Rémi, il était à fond du coup, ça c'était bien. Ils se sont aussi saisis, ils ont vu les supports visuels qu'on avait faits, donc ils en ont fait aussi un peu sur ce modèle-là qui ont été très utiles. Donc voilà les signes. Donc l'utilisation de supports visuels, ce que je viens de vous dire. La difficulté, l'objectif autonomie. Et là, on ne se comprend pas toujours. C'est-à-dire qu'il considère que Rémi doit pouvoir se débrouiller. Pour exemple, une fois où je suis allée le chercher après un séjour, elles me disent on n'a pas trouvé son cahier de communication, on l'a perdu, on ne sait pas où il est. Et en fait, il ne leur avait pas manqué, ils s'en sont rendus compte à la fin du séjour. Et je ne sais pas s'il a manqué à Rémi, mais en tout cas, voilà. Donc, parce qu'il est autonome, mais non, mais on arrive à le comprendre, il n'y a pas de souci. Ok, bah oui, il se fait comprendre, mais voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps pour ce temps passé à deux, à dialoguer, parce que Rémi prend son cahier, on lui laisse volontairement, du coup il l'utilise parfois de manière pas du tout en dialogue, mais après tout c'est un bout de sa vie, donc c'est normal, mais il faut aussi que la personne qui est avec lui prenne le temps de l'utiliser. Une des grosses difficultés, ça nous stresse toujours, quand on arrive dans l'établissement, on voit 5 résidents, ils ont tous un code de communication différent. Donc comment est-ce que l'équipe peut se débrouiller? Pour nous, on s'est dit, mais c'est la tour de Babel, quoi. Voilà, chacun parle sa langue, et comment on va se comprendre déjà, et comment notre Rémi, qui a déjà des difficultés, va arriver à se faire comprendre et à comprendre les autres, parce que le but, c'est pas uniquement de se faire comprendre, mais c'est vraiment d'échanger dans les deux sens. Donc, inquiétude. Donc, en fait, ce qui pose surtout problème, de notre point de vue, c'est le cahier de communication. Les gestes, les autres mimiques, les supports visuels simples, c'est pas facile. C'est déjà pas facile à la maison, donc on peut pas en vouloir que ce soit compliqué en établissement. Donc, la grosse question est comment imaginer un outil adéquat. Donc là, on retrouve un peu la même problématique que tout à l'heure. Donc, soit on se résume à des fiches de choix et des routines, ou alors on fournit un espèce de mégalith qui ne sera jamais utilisé, ni par Rémi, ni par l'équipe. Ou alors, on fournit un truc hyper réduit, un petit Rémi illustré, qui sera extrêmement restrictif et qui n'offrira pas de possibilité de progression, parce qu'une fois de plus, on y croit au progrès. Et donc, voilà, je radote. Notre idée, c'est vraiment arriver à convaincre l'équipe que le progrès est toujours possible. Ça veut dire pouvoir avoir un outil évolutif. Mais que cet outil, Rémi, il y a d'autres personnes, c'est différent, mais lui, il a besoin de l'utiliser avec étayage. Voilà, un étayage régulier, bien dosé. Il faut du temps passé tous les jours à la maison et en établissement, en temps à deux, en plus de toutes les situations du quotidien. Voilà. Il doit répondre à ses besoins, il doit être évolutif, ça veut dire que ça passe forcément, il faut communiquer partout de la même façon et il faut échanger avec l'équipe régulièrement autour des besoins de Rémi, autour des difficultés qui sont identifiées et puis aussi autour des choses qui progressent. Voilà.
Et en gros, donc cette croissance, cette culture de la communication, elle doit se co-construire. Sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Et j'ai fini. Merci de votre patience.